Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ce qu'on remarque tout de suite chez elle, c'est son large sourire avec ses jolies dents du bonheur, comme on dit. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle a un parcours atypique. Ce chemin, pas tracé tout droit, pas vraiment classique. D'abord, dans la rubrique compétences principales de sa page LinkedIn, il est écrit voile, sport et médecine vétérinaire. Ah oui, c'est original. Une véto qui fait du bateau. Ce qui est sûr, c'est que petit à petit, elle s'est drôlement rapprochée de l'océan. Naissance à Paris, études à Nantes, et puis, depuis 5 ans, vie à Port-la-Forêt. Parce qu'en plus d'aider les animaux et d'en prendre soin, oui, elle navigue. Alors pas depuis toujours. Elle a été piquée plutôt vers 20 ans, sur des projets en équipage et en inshore, entre des bouées quoi. Du J80, du match racing, et des circuits entre la Russie, la Chine, l'Italie ou encore la Suède. Et puis l'amour l'amène en Bretagne, et c'est presque une révélation. L'envie d'aller se frotter à la course au large se fait pressante. Et comme c'est une habituée au chemin pas forcément bien pavé, et pas forcément tracé tout droit, ça n'a pas toujours été facile. Mais elle s'est accrochée, et a même dépensé ses propres deniers, parce que c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Depuis l'an dernier, elle a formé un duo avec l'Irlandaise Pamela Lee sur un classe 40. Toutes les deux ont remporté la bourse Cap pour elle, mise en place par l'organisation de la Transat Jacques Vabre, et elles vont finir 29e sur 95 bateaux de la route du café. Pas mal, hein, pour une première traversée de l'Atlantique. Depuis quelques semaines, le rythme s'accélère. Parce qu'en plus des animaux, des gardes de nuit, elle fait désormais partie des 7 sélectionnés pour le projet Ocean 50 Upwind by Merconcept, lancé par l'écurie de François Gabard, une filière d'excellence qui veut promouvoir l'inclusion. Pas mal non plus, quand on sait qu'elles étaient plus de 100 candidates du monde entier. Alors à force d'audace, de courage et de beaucoup d'humilité, elle trace sa route. Et finalement, peu importe si le chemin n'est pas tout droit. Tiffaine Raguenaud est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Tiffaine. Bonjour Hélène, merci pour l'invitation. Comment est-ce que elles se passent tes journées en ce moment? Évidemment, on va développer tout ça, mais fais-nous un petit aperçu là. Alors en ce moment, je suis sur une période plutôt, on va dire bateau. Je vais pas à la clinique là pendant au moins 2 semaines, parce que on va partir sur le deuxième acte de la saison en Ocean 50 et donc qui sera à la Baule dans 15 jours. Et l'objectif la semaine prochaine, c'est d'aller un peu aider à préparer le bateau en début de semaine. Après, il y aura des naves techniques où moi j'en profiterai pour faire un peu de Figaro. Et ensuite, je partirai donc sur la Baule avec l'équipage des filles.
Est-ce qu'on peut revenir au début, Tiffaine? On le disait dans l'introduction, c'est vrai que, allez, je vais utiliser l'expression galvaudée, mais tu pas vraiment une enfant de la balle, hein. Tu pas commencé, à 4 ans sur un optimiste. Ça ressemble à quoi, ton enfance à toi? C'est vrai que c'est plutôt un peu tout l'opposé. Quand j'étais petite, en fait, j'étais cavalière. Donc, c'est de l'équitation que j'ai fait tous les week-ends. Je montais à cheval en Normandie, donc je me sens pas vraiment comme ayant grandi à Paris, mais plutôt ayant grandi en Normandie parce que c'est là que j'allais tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Et je l'ai passé vraiment, enfin tout mon temps libre à cheval. Et j'ai commencé à naviguer plutôt très tard, puisque c'est seulement en arrivant à l'école vétérinaire à Nantes que j'ai commencé à naviguer. Et est-ce que la voile, avait une place dans ta famille? C'était quelque chose dont on parlait ou pas du tout? Ou que tu suivais peut-être? Je le suivais pas du tout. C'était vraiment quelque chose que je regardais de très très loin. Mon père a essayé de nous faire naviguer un petit peu l'été quand on était jeunes à Lacano, parce qu'on y allait tous les étés et qu'ils voulaient nous occuper et ils nous ont proposé une activité sportive. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi j'avais peur d'aller faire de la voile sur un lac et j'ai préféré aller faire du surf. En fait, non, c'est vrai que la voile, on n'en parlait pas à la maison, on parlait vraiment que chevaux, un peu pêche avec les garçons, mais sinon c'était plutôt chevaux, chevaux, chevaux. Et la voile, avant, je pense qu'avant mes 20 ans, j'y avais même pas pensé. Donc ça vient qu'à partir de tes 20 ans, donc il y a l'école, c'est ça, il y a cette école vétérinaire à Nantes. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de cet amour, pour les animaux, de cette envie d'aller faire, cette école et puis pourquoi Nantes, en fait? En fait, ce qui était sûr, c'est que je voulais pas un métier enfermé dans un bureau. J'avais besoin d'être plutôt dehors, de pouvoir bouger, parce que même si je faisais pas forcément de la voile, j'étais, je pense, un peu hyperactive et j'avais vraiment besoin de me dépenser parce que j'ai fait plus de l'équitation, pas mal d'autres sports. J'ai fait un peu de foot et de gymnastique aussi, même si ça se voit plus trop maintenant. Et donc, pendant tous ces week-ends en Normandie, c'est vrai que je passais du temps soit avec des chevaux, soit aller voir en fait les vaches des voisins. Et puis un jour, quand on m'a demandé quel métier je voulais faire, c'est vrai que vétérinaire, ça s'est un peu imposé comme ça. Alors après, quand les années passent un peu, c'est vrai qu'on y réfléchit parce que ça veut dire se lancer dans des études longues, ça veut dire que ça prend du temps et que c'est quand même un investissement. Mais comme je me voyais pas ailleurs, bah, j'y suis allée. Ça se passait plutôt bien à l'école, ce qui permet aussi de se dire que qu'on peut le faire. Et puis pourquoi Nantes? C'est que, bah, je supportais pas du tout la vie parisienne. Et donc je voulais partir et à ce moment-là, bah, en école vétérinaire, on a le choix entre celle qui est à Paris, enfin plutôt Maison Alfort, Lyon, Toulouse ou Nantes. Et Nantes, c'était le bon compromis, c'était proche de la mer. Je faisais du surf à ce moment-là, donc c'est plutôt pour ça que je voulais être proche de la mer. Et puis c'était pas si loin de ça, de ma famille. Donc en fait, Nantes, ça a été un peu le choix évident et que j'ai pas du tout regretté, au cours de mes études. Donc j'ai quand même été à Nantes à la base pour me rapprocher de la mer, mais pour le surf, pas pour la voile. Et alors, comment est-ce que la voile est entrée dans ta vie, justement? Alors la voile, en fait, c'est a toujours été très lié, à mon métier actuel, donc de vétérinaire, puisque j'ai commencé, à l'école. Et en fait, à Nantes, on a des systèmes d'intégration avec, des groupes d'étudiants des années au-dessus qui nous intègrent pendant une semaine. Et en fait, moi, le premier soir, quand on a commencé à faire les présentations, donc j'ai expliqué que je venais à Nantes pour me rapprocher de la mer parce que je surfais. Tous mes parrains marraines m'ont dit: «Ah bah, nous, on fait partie du club voile, faut que tu viennes essayer avec nous, tu vas voir, c'est super. Si t'aimes l'océan, si t'aimes la mer, viens avec nous et tu verras, c'est génial». Et en fait, un jour, je me suis dit: «Bah, je vais me coucher moins bête, je vais aller essayer avec eux». Et j'ai commencé à naviguer avec eux comme ça le jeudi après-midi. Donc on à Nantes, on allait naviguer à l'APCC à Pornichet. À Pornichet, Donc ouais. l'APCC Mmh. qui est un club de voile nantais. Et donc le jeudi après-midi, j'ai commencé à aller naviguer comme ça avec eux, j'ai pu y aller, assez vite tous les jeudis après-midi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mes premières régates, heu, notamment avec, bah, la Women's Cup qui est une des premières régates 100 féminines qui a été créée par la PCC. Et ensuite, bah, j'ai fait, les decks aussi, pour la première année. Et après ça s'est assez vite enchaîné en fait, après cette première année, à la PCC. Je lisais aussi dans les articles qui te concernent que tu as un vrai amour de la navigation en équipage. Effectivement, alors enfin, je suis issue de cette navigation-là puisque ayant commencé à la PCC, j'ai commencé en J80.
Assez vite, on s'est tourné vers le match racing, donc c'est toujours à 5. Et c'est vrai que je trouve qu'en équipage, on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. On apprend beaucoup des autres avec les autres et on apprend aussi beaucoup pour progresser soi-même et quand on est tout seul. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a presque un petit peu manqué l'année dernière sur le projet avec Pamela. C'est que bon, certes, on était deux, mais de Mais temps en que temps, deux. il me manquait un peu on va dire ce soutien des équipiers de temps en temps. Et c'est vrai que bah, j'aime beaucoup l'équipage et je pense que c'est important enfin, en tout cas, moi, je veux en faire beaucoup de manière générale, enfin à l'avenir et actuellement. Et je pense que ce qui m'a permis d'arriver là, c'est aussi les équipiers qui m'ont embarqué avec eux sur leur bateau et qui m'ont permis de progresser plus vite. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve à naviguer avec quatre marins qui ont un sacré palmarès, comme ça peut être le cas actuellement, par exemple sur l'équipage de J80, forcément on progresse plus vite. En plus, j'ai la chance d'avoir eu des équipiers et des équipières qui aimaient beaucoup partager, beaucoup transmettre. Donc forcément, quand on a envie d'apprendre et qu'on a des gens en face qui ont envie de transmettre, bah il y a des échanges qui se font et qui se créent. Et puis bah ce qui est chouette aussi, c'est de voir que au fur et à mesure du temps, on peut soi-même aussi apporter à l'équipage et au groupe. Donc c'est sûr que je pense que moi l'équipage m'a beaucoup appris et j'ai progressé énormément, même sur des aspects qui me servent dans la vie de tous les jours, que ce soit par exemple sur la gestion du stress. Et ça aussi, quand on est en groupe, c'est hyper important. Sur, enfin, la gestion des émotions ou ces choses-là, qui sont peut-être des choses que je côtoie, on va dire très régulièrement, parce que je les côtoie à la fois sur l'eau et à la fois quand j'exerce comme vétérinaire, parce que c'est pas vraiment à la clinique, mais quand j'exerce comme vétérinaire. Donc c'est vrai que oui, je suis très attachée à l'équipage et parce que aussi ça m'a permis d'arriver là où je suis. Même si j'ai envie de faire du solitaire là actuellement, c'est aussi parce que je me dis que quand on va naviguer un peu en solo et que on repousse un peu ses limites, ça nous permet aussi derrière d'être meilleur en équipage. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup l'équipage. Moi, je trouve que tu es aussi un magnifique exemple pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui se disent, je sais pas, ils ont 17 ans, 20 ans, 22 ans et qui peut-être se disent déjà, bah, de toute façon, je suis trop vieux, la voile c'est foutu, c'est pas pour moi. Je trouve que tu es le parfait exemple de, eh bien, si c'est possible. Oui, c'est vrai que je pense que c'est un peu, on va dire enfin pas mon état d'esprit, mais tant que c'est pas vraiment impossible, j'essaierai. Et si j'ai des opportunités, je vais essayer de les saisir et je vais mettre toute mon énergie à rendre possible ce que j'ai envie de faire. En plus, bah, on a la chance que la voile, c'est un sport mécanique. Donc, mine de rien, on peut adapter les bateaux à nos contraintes physiques, à nos limites et puis essayer de progresser au fur et à mesure pour ensuite avoir moins besoin d'adapter le bateau ou différemment. Et donc, enfin, je vois pas en quoi l'âge pourrait être un facteur limitant, ça c'est sûr. Et puis après, je pense que c'est le cas à la fois pour mes projets de navigation, mais pour mes projets perso ou quand j'ai voulu faire vétérinaire. En général, plus on me dit que c'est pas possible ou que ça va être difficile, plus je vais essayer de le faire pour montrer que si, c'est possible. Bah, tu vois, c'est voilà, c'est parfait, parfait, bon exemple. Hem, on le disait, il y a eu ce déménagement après à Port-la-Forêt. Tu as suivi ton amoureux, je crois. À partir de quand, justement, l'idée de, on va dire, d'arrêter de faire des régates entre des bouées, et il y a zéro connotation dans ce que je dis, mais plutôt que de partir au large, comment est-ce que ça a commencé à venir te titiller? Alors, j'ai pas tout à fait suivi mon amoureux puisque c'est plutôt lui qui m'a suivi. En fait, Ah pardon, quand j'ai pardon, fini pardon, mes pardon. études Quand j'ai fini mes études, on cherchait tous les 2 un boulot et j'ai eu l'opportunité, enfin, il y a eu une offre d'emploi donc à Rospordin qui est, un peu plus dans les terres par rapport à Port-la-Forêt et Concarneau et donc je lui ai demandé si à Concarneau, il pouvait trouver du boulot, donc il cherchait à travailler dans la course au large, en tant qu'ingénieur et il m'a dit: «Bah, c'est parfait». Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, à Concarneau puis Port-la-Forêt, il y a 5 ans.
Et en fait, c'est à force de le côtoyer lui et d'être aussi proche de Port-la-Forêt que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et puis en 2019, il y a eu, les premières sélections, pour, CMB Océane, remportées par Elodie Bonafous et c'est vrai que je les avais regardées un peu loin en me disant que j'aimerais bien les présenter, mais je me sentais ni l'expérience ni le profil qui était a priori recherché, pour les présenter et puis, donc c'était je crois en décembre 2018 qu'elles ont fait les sélections. Moi, je venais tout juste de postuler à la clinique et d'être embauchée, enfin depuis le mois de septembre. Je me voyais pas leur dire: «Bah, si ça se trouve au mois de janvier, faut que je parte». Hem, Ni même les tenter parce que je pensais pas que j'avais une chance, mais c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête et en fait, en 2021, quand il y a eu de nouveau les sélections, je me suis dit que j j'avais envie d'y aller et que j'allais essayer de me préparer pour y aller et donc c'est vraiment comme ça que je me suis dirigée plus vers la course au large, c'est surtout je pense par la proximité, à force de le côtoyer aussi tous les jours, d'en parler un petit peu avec mon conjoint, de commencer, à suivre les courses, avec lui et puis avoir un peu les explications, tout ça. Et puis un jour, je me suis dit que, pourquoi pas moi et que j'allais essayer de le rendre possible. Donc, les sélections l'ont pas fait, mais par contre, je me suis rendu compte que c'était vraiment par la classe Figaro que j'avais envie de commencer. Et c'est assez rigolo parce que je sors ce matin de la signature de tous les papiers à la banque pour avoir un Figaro, à partir de la saison prochaine. Donc je devrais faire quelques courses là en fin d'année et l'objectif, c'est de trouver des partenaires pour partir sur la solitaire l'année prochaine, maintenant que j'ai le bateau. Ah bah bravo, ça c'est une super bonne nouvelle, hein. Merci de la partager avec nous, ça c'est sympa. Et alors justement, à l'époque, si les sélections, ça ne le fait pas, comme tu dis, tout de suite, je crois que tu ne t'es pas laissé abattre par ça. Tu as même dépensé tes propres sous pour aller en faire du Figaro? Oui, en fait, au début, on saisit un peu toutes les opportunités qu'on a à faire avec les convoyages ou ces choses-là. Et puis un jour, il y a Victor Dersu, un ministre, qui m'a appelé en me disant: «Bah, il paraît que tu veux faire du Figaro, moi aussi. Est-ce que ça te dit qu'on loue le bateau à 2 et puis on fait les courses, en double, si tu veux?» Bon, finalement, on n'a fait qu'une seule course tous les 2, mais moi, ça m'a permis, d'en faire, une autre avec ce bateau-là et après de me dire qu'effectivement, j'avais envie. Et donc, comme on n'avait pas de partenaire, ni lui ni moi, en fait, on est parti sur fonds propres pour faire ces courses-là. Et puis c'est pareil, c'était 2022, c'était l'année où il y a eu la première édition, du trophée Banque Populaire Grand Ouest, organisée à Concarneau et je me suis dit: «C'est une course en double qui est à la maison, je peux pas ne pas la faire». Et donc c'est là que j'ai vraiment, pareil, un peu tout mis en œuvre pour y aller, pour la faire et je pense qu'à à peine à 3 semaines de l'événement, j'avais pas encore de co-skipper, je savais même pas si j'aurais un bateau et si je pourrais partir. Mais je me souviens avoir envoyé un mail, à Emmanuel Bachelry et Mathieu Sarraud, donc qui organisent l'épreuve, en leur disant: «Je sais pas avec qui je serai, mais c'est sûr je serai sur l'épreuve et donc ne m'oubliez pas parmi les la liste des inscrits» et c'est ce qui s'est passé, derrière. Alors après, c'est des expériences où j'ai été naviguer avec plein de marins que je connaissais pas forcément avant. Donc c'est pareil, ça permet de aussi pas mal travailler sur soi et sur différents aspects de sa personnalité, on va dire, quand on part en double comme ça avec des gens qu'on connaît pas, au large, alors qu'on en a pas fait avant. Mais c'est vrai que je regrette rien de ce que j'ai fait et puis je pense que si j'avais pas fait ces courses-là, j'aurais pas forcément été appelée par Pamela l'année d'après et puis si j'avais pas été appelée par Pamela, je serais pas avec Upwind aujourd'hui. Donc c'est vrai que de temps en temps, je pense que si on a envie de faire quelque chose, il faut un peu provoquer sa chance et prendre un certain risque tout en les mesurant un petit peu. C'est sûr que il faut savoir, placer le curseur. Alors je dis ça alors que je viens d'acheter un bateau, mais mais c'est vrai que ouais, je pense que si à un moment on prend pas un tout petit peu de risque, à moins d'avoir la chance d'avoir l'entourage qui nous permet d'y aller tout de suite, on n'y arrive jamais, mais bon, ça vaut le coup. Ça dit quoi de toi, Tiphaine, ce que tu viens de nous raconter justement de ton caractère? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait poser la question à mes anciennes équipiers et anciennes équipières. Non, je pense que, Non, mais d'avoir, tu vois, d'avoir l'audace de dire, aux organisateurs, en gros, «J'ai pas le budget, je suis pas sûre d'avoir le bateau, j'ai pas encore d'équipier, mais je serai là». ouais, je pense qu'il faut, alors là, c'est une bonne question.
Je pense qu'effectivement, j'ai, beaucoup de volonté et j'ai pas peur de travailler, c'est surtout ça. J'ai pas peur de travailler et de fournir les efforts qu'il faut pour aller là où je veux. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien, comme les autres, avoir le temps de pouvoir, me former avec tout le monde, avoir, enfin pouvoir profiter des formations, par exemple au pôle ou ces choses-là, d'avoir le temps de faire tout ça. Stage d'entraînement et tout. Mmh. Des stages d'entraînement ou des stages de formation, enfin l'utilisation d'Adrena, en fait, tout ça, bah, du coup, je l'ai appris, tout seul, enfin toute seule ou avec mon conjoint parce que c'est lui qui m'y a formée ou enfin la météo, finalement, après c'est, effectivement en discutant un petit peu, j'ai la chance de naviguer avec Christian Pontieux donc j'essaye de profiter de son expérience pour apprendre sur la météo, mais sinon on va l'apprendre dans les bouquins ou après, bah, en allant naviguer et en faisant, ses choix et ses erreurs. Donc c'est vrai que de temps en temps, c'est aussi un peu frustrant parce qu'on aimerait bien avoir plus de temps, pour s'entraîner, pour travailler avec les autres et un peu moins tout seul. Parce que quand on n'a pas de budget, ben, on va pas forcément s'entraîner avec les autres. Ou alors on s'entraîne sur les régates, mais bon, sur les régates, on préférait faire des résultats, surtout quand on est un peu compétiteur. Donc, mais bon, à un moment, il faut aussi se dire qu'il faut commencer, il faut se lancer. Donc, au début, c'est comme ça, et puis après, j'arriverai à avoir le temps de me former comme je veux et de m'entraîner comme je veux, pour pouvoir, prétendre à des résultats, pour plus tard. Parce que ce que tu dis seulement à demi-mot quand même, c'est que, quand tu parles de ces 2 années-là et de ces expériences, en voile, c'est que tu continues à travailler, à faire ton métier de vétérinaire. Alors, ça ressemblait en tout cas à l'époque, à quoi une journée type, d'une vétérinaire qui est en même temps navigatrice? Est-ce que tu peux nous faire, Ah, voilà, nous donner une journée, qui a été un peu folle ou, à quoi ça ressemble? f globalement, alors ça dépend un petit peu des périodes. C'est vrai que quand, enfin, c'est un peu difficile d'expliquer, mais on va dire que quand j'ai beaucoup de choses à faire, sur mes projets ou, voile à côté, j'essaye de bosser un petit peu le matin avant de partir au boulot. Donc, souvent, c'est entre 7 et 8 heures. Après, c'est d'aller bosser à la clinique entre 8 heures. Enfin, souvent, c'est les journées complètes, donc c'est entre 8 heures et 19 heures une journée à la clinique, si je suis pas de garde. Si j'ai des coups de fil à passer, comme, je bosse en ferme, bah, je profite, des trajets entre les fermes pour appeler les gens, dans la voiture, ce qui m'a d'ailleurs valu quelques points de permis en moins au début où j'ai commencé à travailler. Souvent entre midi et 2, s'il y a besoin, j'essaye, effectivement de faire un peu d'administratif pour les projets ou ces choses-là et ensuite, de rebosser à la clinique l'après-midi. C'est vrai que j'essaye quand même au maximum de, on va dire, faire un petit peu du on-off, de vraiment quand je travaille comme vétérinaire, faire que ça et quand je suis pas à la clinique, de pas du tout penser, à la clinique. J'ai la chance d'avoir aussi, des collègues, qui sont hyper compréhensifs donc en général, ils essayent de pas me déranger quand je suis pas là, sauf si c'est vraiment enfin, sauf s'ils ont vraiment pas le choix. Donc ça permet de vraiment, essayer de vraiment décrocher et de pas emmener le travail à la maison. Mais inversement, quand je suis à la clinique, j'essaie d'y être à 100%. Donc c'est vrai que, à moins d'avoir vraiment des grosses échéances comme ces dernières semaines où donc j'étais en train d'acheter le bateau, j'essaye vraiment de dissocier les 2 et d'être concentrée à 100% dans ce que je fais. Et puis de toute façon, c'est un peu c'est parfois un peu compliqué d'essayer de faire autre chose que son métier quand il faut se concentrer sur une césarienne ou enfin une chirurgie ou des choses comme ça. On essaie de pas trop penser à autre chose. Par contre, c'est vrai que, j'utilise beaucoup, des qualités nécessaires d'un côté comme de l'autre, pour essayer de progresser dans les 2 cas et je me suis rendu compte, par exemple, en revenant de transat, que j'étais beaucoup moins stressée, pour mes chirurgies parce que j'adoptais, une routine de gestes, comme ce que j'avais pu essayer de mettre en place sur le bateau en cas de problème et mine de rien, c'est vrai que je pense que mon niveau de stress a un peu baissé, ces derniers temps. Ce qu'on comprend dans ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, à aucun moment, il a été question de mettre, complètement ton métier de vétérinaire entre parenthèses. On a l'impression que ça fait partie de ton équilibre, même si ça donne, lieu à des emplois du temps, ultra chargés. Alors, je suis un peu partagée là-dessus. C'est vrai que, d'un côté, j'adore ce métier. C'est vrai que là, j'ai la chance, de pouvoir faire, un
de pouvoir faire tous les jours mes 2 passions, que ce soit le métier de vétérinaire ou d'aller naviguer. Après jusque-là pour l'instant, donc jusqu'à Upwind, la plupart de mes projets, voile étaient pas professionnels. Donc mon métier de vétérinaire aussi, c'est ce qui me permet, De vivre? de payer mes factures et de vivre, en ce moment. Donc pour l'instant, je suis à un stade où, je peux pas baisser plus mon temps de travail en tant que vétérinaire, donc je suis à 40 à peu près, de mon temps à la clinique, parce que j'ai pas de rémunération, suffisante à côté. Donc à la fois, pour l'instant, j'ai pas fait de choix parce que je pouvais pas, et parce que ça m'allait aussi. Donc c'est vrai que de temps en temps, effectivement, ça fait des gros plannings. C'est vrai que je repense à ce que tu disais sur la journée type et des choses un peu folles que j'ai pu faire. Ça a été plus, par exemple, des convoyages. Je me souviens l'année dernière avoir convoyé un Figaro jusqu'au Havre. Je pense qu'on a dû arriver peut-être à 19 heures au Havre, le temps de rentrer à Port-la-Forêt et tout ça, il était 3 heures du matin. Le lendemain à 8 heures, j'étais à la clinique et en plus j'étais de garde toute la nuit, donc effectivement ça fait des sacrés emplois du temps. Il faut aussi gérer la fatigue parce que ce soit sur les bateaux ou bah, les dépenses physiques peuvent être importantes ou au boulot ou quand, il faut faire, accoucher une vache, enfin véler une vache, c'est quand même compliqué et il faut savoir garder de l'énergie pour ça. C'est vrai que, bah, ma préparation aussi physique, par exemple, je l'adapte, un petit peu à tout ça. Je vais pas faire les mêmes séances les semaines où je travaille beaucoup et surtout les jours où je suis de garde que les semaines où, comme en ce moment où je suis beaucoup plus, focalisée sur les projets, de navigation. Donc c'est vrai que c'est un peu d'organisation mais on s'y fait et après, bah, si je peux à un moment, ne faire que naviguer, c'est vrai que j'hésiterai pas. Après, là aussi, ce qui est vraiment chouette, quand on retourne travailler, c'est les petits mots des éleveurs. C'est quand même des gens qui, ont des journées de fou et c'est les premiers à me suivre quand je pars sur des régates et ce qui était drôle, c'est pendant la transat, il y en avait même certains qui donnaient des nouvelles de moi à la clinique parce qu'ils me suivaient sur les réseaux ou sur les publications ou les articles qui pouvaient être faits et c'est aussi ce qui est sympa avec, ces 2 aspects-là, c'est de se dire que, moi, avec mes navigations et mes projets voiles, j'arrive à les faire eux aussi voyager et sortir un petit peu de leur quotidien et je pense que la une des plus belles récompenses qu'on peut avoir, c'est quand ils suivent et qu'ils me disent, «Ah c'était génial», enfin, j'en ai certains qui m'ont dit, «C'était mes 5 minutes, de pause tous les jours, pendant la transat, d'aller regarder la carto, de voir les publications, de». Donc ces petits témoignages-là, ça me fait quand même continuer à travailler et aimer beaucoup ce que je fais. Ah, c'est tellement touchant, d'entendre ça. Mais justement, on va en parler un petit peu plus de cette Transat Jacques Vabre, l'année dernière avec, Pamela, Lee justement. Alors toutes les 2, vous allez vous retrouver, vous allez gagner, cette bourse, Cap pour elle. Comment est-ce que ça s'est passé votre rencontre? J'ai cru lire, hein, que Pamela avait plus d'expérience que toi, mais elle dit, «Ça a été un peu comme une évidence de nous retrouver, toutes les 2». En fait, donc Pamela s'est associée avec, Maxime Grimard qui était le team manager du projet et c'est donc lui qui m'a appelée, je pense au mois de février en me disant: «Bah, voilà, Pamela a un projet classe 40, du coup, elle voudrait faire la Transat Jacques Vabre et elle a pensé, postuler pour Cap pour elle. Est-ce que tu voudrais être le co-skipper?» Et en fait, on se connaissait pas du tout. Donc on a proposé de se rencontrer pour un dîner déjà, histoire de faire connaissance, échanger et parler un peu plus du projet. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, le projet, tout était un peu, hypothétique. Enfin, on n'avait pas encore gagné cap pour elle, Pam avait juste un accord avec le propriétaire du bateau pour la location, mais il y avait pas plus de sponsoring signé ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que on avait un peu la même vision des choses. Elle est quand même, hyper bosseuse, quand elle veut quelque chose, Pamela et dans la manière de voir les choses et d'envisager le projet, c'est vrai que ça a été assez facile et assez simple dès le début et du coup, je crois que c'est 2 jours après, Maxime m'a demandé ou je pense que c'est même à la fin du dîner où il m'a dit: «Bah, on va te laisser, 24 heures ou 48 heures pour y penser» et je lui ai dit: «Bah, tu sais,
c'est pas tous les jours qu'on va me proposer de faire une Jacques Vabre, même si pour l'instant il y a rien qui est sûr, rien qui est fait. Je peux pas te dire, enfin, je serais trop bête de vous dire non. Et donc c'est comme ça que je leur ai dit oui, alors que je les avais rencontrés 2 heures avant. Mais c'est vrai que ouais, l'entente a été assez facile dès le début. Et c'était un peu rassurant en se disant j'allais quand même partir avec une transat avec quelqu'un que je connaissais pas. Donc c'est ça qui était plutôt chouette au début du projet. Est-ce que ça a pu t'assaillir ou te traverser l'esprit d'avoir un peu, une appréhension à l'idée d'aller faire, une première transat, sans et je mets des guillemets à ce que je dis, hein, sans un bagage non plus, monstrueux en course au large? Et si ça t'a traversé l'esprit, comment tu t'en es accommodé? Et puis peut-être que ça t'a pas traversé l'esprit d'ailleurs? En fait, moi, ce qui m'a le plus, enfin, plus dérangé, on va dire, avec le projet, c'est que je partais sur une transat avec quelqu'un que je ne connaissais pas. OK. Hem, Plus que partir sur une transat avec l'expérience qu'on avait. Alors c'est vrai que, en fait, le Classe 40, ça reste un bateau qui est relativement, enfin, simple, qui est pas trop compliqué, qui est après quelques navigations, alors c'est sûr qu'on a toujours le risque que de démater ou de collision ou tout ça, mais finalement on l'a quel que soit le support. Il y a énormément de concurrents sur la Jacques Vabre, donc globalement on part en se disant qu'on a toujours quelqu'un autour de nous si jamais on a un souci, si donc j'ai jamais été très inquiète à l'idée de partir sur une Jacques Vabre, avec l'expérience qu'on avait, à l'exception, du premier jour de course après le départ, du Havre, enfin la première nuit, où les conditions étaient quand même vraiment extrêmes et là j'ai eu quelques heures, notamment quand on a entendu à la VHF que Crédit Mutuel avait dématé. Là, je me suis un petit peu demandé dans quoi je m'étais embarquée et ce que je faisais là. Mais ça a duré quelques heures, c'est tout. Oh bah, ne serait-ce que les images du départ, on s'en souvient tous, hein, quand même, de votre départ de cette Jacques Vabre en classe 40, c'était assez dantesque, hein. Effectivement, c'était impressionnant. Je crois que je n'avais jamais navigué dans des conditions comme ça et puis ouais, quand on passait la Hague, quand on avait vraiment, ces vagues et les conditions qu'on avait, je me suis un peu demandé ce que je faisais là. Après, à un moment, on se dit que de toute façon, il faut tenir la nuit et faire au mieux, et là, on attend juste que ça passe et finalement, au matin, ça allait beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ça a été quoi, le plaisir sur cette, traversée, Tiphaine? Sur cette première traversée de l'Atlantique? Alors, il y en a eu, on va dire, en termes de navigation, ça a été surtout la dernière semaine, où on a eu des conditions, au portant, presque parfaites. On avait, 15-20 nœuds de portant, des nuits étoilées magiques avec des étoiles filantes partout. À ce moment-là, le bateau allait plutôt bien, jusqu'à la dernière nuit où on a eu des petits soucis de spi, mais globalement, non, ces nuits-là, elles étaient vraiment, vraiment chouettes. On était en plein de mois de novembre, il faisait super bon et c'est vrai que là, à ce moment-là, on se dit qu'on a une chance incroyable de pouvoir faire ça, en course, profiter de ces moments, vraiment, presque suspendus en mer, et c'est vraiment, ces nuits-là, que je retiens, en termes de navigation. Et après, j'ai été très touchée du soutien que j'ai pu avoir, enfin, que ce soit de mes proches, de mes amis, donc mes anciennes équipières qui étaient quand même au départ, qui m'avaient fait, un petit sac, de survie pour ma première transat, au cas où je m'ennuie ou j'ai des moments de déprime. Donc c'est vrai que, Il y avait quoi dans ce petit sac? j'avais plein de choses. J'avais, un petit kit, de perles en cas de grosse pétole pour pouvoir m'occuper. J'avais, parce qu'elles savent que je fais pas beaucoup attention, j'avais de la crème pour les mains et de la crème pour les lèvres, ce qui m'a sauvée, à 2 moments, enfin quand je les ai ouverts. Hem, J'avais un petit cotillon, enfin, un petit truc de fête dans lequel on souffle, hein. C'est pas un cotillon, mais je sais plus, C'est pas une langue de belle-mère où tu siffles et puis il y a un petit ça fait un petit tortillon là, ou je sais plus comment ça exactement, c'est s'appelle? ça. C'est ça. Donc j'avais ça en double pour l'arrivée.
Hem, J'avais des petits mots, qu'elles avaient récupérés, de copains, qu'on avait en commun, donc j'avais, des mots de personnes, donc que je m'attendais pas forcément à recevoir, dans différents petits paquets, un petit paquet de bonbons, pour tous les jours. Ce qui m'a un peu sauvée, surtout quand on avait plus grand chose à manger parce qu'on avait plus d'eau. Ta famille, elle en dit quoi justement? Elle en a dit quoi de cette traversée? Parce que comme on le disait au tout début, l'histoire elle commence quand même à Paris, hein, et on est un peu loin de tout ça. Elle commence avec de l'équitation et voilà, après 10 ans d'expérience, un peu moins même, hein, 10 ans, voilà, tu te retrouves à arriver à faire cette transat, arriver 29e. Ça a été quoi les mots de la famille? Alors, d'un côté, ils étaient quand même un peu inquiets parce que, enfin, je sais pas s'ils s'imaginaient tellement ce que ça pouvait être, mais du coup, eux, la seule chose qu'ils voyaient, c'est que j'allais me retrouver au milieu de l'Atlantique, enfin, toute seule sur mon bateau ou à 2 avec Pamela sur le bateau. D'un autre côté, mon papa était assez fier parce que lui, par contre, il a un petit peu navigué quand il était jeune. Il a notamment, c'est assez rigolo, navigué, contre Luc Pilot, qui est le président de la PCC et donc que j'ai rencontré quelques années plus tard. Et donc je pense que pour lui, c'était presque, je faisais des choses dont il avait rêvé quand il était plus jeune, mais qu'il avait jamais osé faire. Donc il était assez un petit peu fier de ça, et de l'autre côté, j'ai, donc une de mes sœurs, je pense qu'elle, elle en avait juste marre à la fin parce que c'est elle qui a fait, toute ma communication, mes visuels, ces choses-là. Donc d'un côté, elle était très fière de m'aider, en y participant, de l'autre, je crois qu'à la fin, elle en pouvait plus de mes comptes, des réseaux sociaux. Et toi, est-ce que, il y a une, bon, est-ce le sentiment qui a dominé quand tu es arrivée? Est-ce qu'il y avait, cette petite fierté d'avoir réussi ce défi-là, ce sentiment du travail, bien fait? Je sais que l'humilité, c'est un de tes grands traits de caractère. On peut être audacieuse et humble. Ça a été quoi le sentiment à l'arrivée? C'était partagé en fait. D'un côté, j'étais très contente, d'être arrivée là. Notamment parce que, on est quand même parti de pas grand-chose, avec Pamela. Ça a pas toujours été très simple. Au 1er septembre, on avait signé avec aucun de nos partenaires. Donc sachant que la transat partait le 29 octobre, c'était quand même très stressant. L'année a pas toujours été très simple. Pour nous, être au départ de la transat, c'était déjà, une grande victoire et c'est un peu ce qu'on avait dit toute l'année. C'est qu'avant d'avoir des ambitions d'objectifs ou enfin des ambitions de résultats ou des choses comme ça, la première chose qu'on voulait, c'est pouvoir être, sur la ligne de départ. Donc c'est vrai que, on était déjà très fiers, quand on est rentré dans les bassins avec Pamela, je pense que le sentiment était vraiment particulier. On y était vraiment et on avait vraiment, beaucoup travaillé et enfin, vraiment beaucoup voulu cette place-là et ensuite être sur la ligne d'arrivée, de la transat, c'était aussi, oui, un sentiment d'avoir accompli le travail, d'avoir fini, enfin d'avoir été jusqu'au bout. Après, c'est vrai on est toutes les 2 un petit peu des compétitrices, donc on était un petit peu frustrées, d'avoir cassé si vite nos spies, donc qui étaient quand même les voiles Un peu pour la utile sur régate. l'arrivée, ouais. Bah, même sur toute la transat parce que, finalement on casse notre grand spi, après 24 heures de portant. Et donc là, ça a été un peu dur, moralement. Donc c'est pour ça que la deuxième semaine, ouais, a vraiment été dure sur la transat, quand on la passe à réparer le spi, à se dire qu'on sait pas si on va pouvoir le renvoyer ou pas. Et puis après la dernière nuit, finalement, on casse les 2 autres, sans vraiment trop de raisons en plus, donc c'est encore plus frustrant. Donc c'est vrai qu'on a cette petite déception sur le résultat où on aurait vraiment voulu faire, forcément, toujours mieux. Mais ce qui domine quand même, c'est d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir accompli l'objectif et que c'était un objectif à la fois pour nous, mais aussi pour l'organisation de la transat, avec, le projet Cap pour elle parce qu'on savait qu'on était quand même un projet un petit peu particulier donc c'est vrai qu'on se mettait aussi, je pense qu'il y a eu un moment où quand on n'avait pas de partenaire, on se mettait un petit peu la pression, pas que pour nous, mais pour eux, parce qu'ils nous avaient fait confiance en nous accordant la bourse, Cap pour elle. Donc on avait vraiment envie aussi de faire les choses bien, pour eux et de leur montrer qu'on pouvait, être digne de cette confiance,
qu'ils nous avaient accordé. Donc c'est vrai que qu'il y avait ça. Et puis après, bah, pendant la transat, quand c'est un peu dur sur la première étape, qu'on a peur de casser des choses ou des choses, enfin, de casser le bateau ou ces choses-là, on pense aussi aux partenaires en se disant, bah maintenant, eux, ils nous ont fait confiance, faut qu'on arrive jusqu'au bout pour eux. Donc c'est vrai que c'était ça aussi. C'est, enfin, le passage de la ligne, c'est vraiment, oui, ce sentiment d'avoir vraiment été au bout des choses et, et au bout du projet, même si on aurait toujours voulu faire mieux en termes de résultats. Ça vient d'où, ce trait de caractère qui a l'air d'être le tien, d'y aller coûte que coûte, de s'accrocher, de trouver les solutions? C'est un truc qui vient de l'enfance? C'est un truc qui vient de la famille? On est comme ça, chez vous? J'aurais tendance à dire que je pense que ça ressemble quand même à un petit trait de caractère. Quand on voit le parcours de mes sœurs, je pense que, ça doit venir quand même de la famille, parce qu'on a toutes des parcours un peu particuliers, mais complètement différents. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire que ça vient de la famille. Après, est-ce que c'est parce que aussi, globalement, quels que soient nos choix, à la maison, on a toujours eu le soutien de nos parents. La seule exigence qu'ils avaient, c'est qu'on ait notre bac. Après, on faisait ce qu'on voulait. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. Pourtant, au début, quand on était plus jeune, c'est vrai que je me souviens de enfin, ma grande sœur ou moi, on a toujours dit: «Oh, j'aimerais bien être, cavalière professionnelle ou, pouvoir faire, du CSO à haut niveau», parce que c'est ce qu'on faisait à ce moment-là. Ma mère nous a toujours dit que c'était pas un métier et qu'on n'en vivrait pas, mais elle nous a jamais dit: «Vous ne ferez pas ça». C'était, «Vous passez votre bac et après vous ferez ce que vous voulez». Et et donc c'est vrai qu'on a toujours eu, quand même du soutien à la maison, donc ça aide dans ses choix, et au final, on a tous fait nos choix et pas trop mal réussi dans ce qu'on avait choisi, donc c'est plutôt c'est que ça a plutôt marché. Dans la série Pas trop mal réussir, ce qu'on entreprend, il y a donc ces fameuses sélections pour ce projet, Upwind justement, on en parlait, tout à l'heure, tu l'as évoqué aussi évidemment, by Mer Concept, l'idée effectivement, qui vient et qui a été lancée par, l'écurie de François Gabard, qui est basée à Concarneau. C'est de monter ce projet, féminin pour aller faire, notamment de l'Ocean 50, donc c'est multicoques de 50 pieds. Alors on le disait, hein, il y avait quand même 120 candidates, du monde entier, excusez du peu. Il y a eu 4 jours de sélection, tout un tas de tests que tu vas nous raconter un petit peu évidemment. Et puis au final, il y a 7 élus. Et toi, tu vas faire partie des 7 élus. Bravo, déjà, comme ça, on peut te le dire en vrai, puisque tu es avec nous autour de la skipper italienne Francesca Clapchiche, je prononce correctement? Je crois, oui. Et effectivement, et il y a évidemment autour de toi, de noms qu'on connaît bien aussi comme, Marie Rioux, Anne-Claire Lebert et Élodie Jane Métro. Et puis, voilà, vous êtes, de plusieurs, venus du monde entier. Alors tu vas nous raconter ces sélections, comment est-ce que, voilà, tu t'es, rapprochée de ce projet-là. Mais avant, je voudrais avoir ton avis sur justement, ces initiatives qu'on voit quand même, de plus en plus, fleurir peut-être, d'avoir ces sélections qui sont ou ouvertes maintenant aussi aux femmes ou faites complètement exclusivement pour les femmes pour leur donner cette opportunité d'aller faire de la course au large et puis là en version plus grand avec cette opportunité d'aller naviguer en multicoque grâce à Mer Concept. T'en penses quoi de ça et ça dit quoi? Alors c'est vrai qu'il y en a énormément, en ce moment, des opportunités pour les femmes. C'est des super beaux projets et des super beaux dispositifs qui nous permettent vraiment, de prendre confiance surtout, et de prendre un petit peu, notre place. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui osent pas ou qui savent pas forcément, comment faire et en fait, si on n'ose pas, bah, forcément les autres marins vont pas forcément penser à nous, et pas nous appeler et donc c'est important qu'il y en ait un peu. Après je pense que pour moi, tous ces dispositifs, ils auront vraiment atteint leur objectif quand on n'en aura plus besoin, quand ce sera normal pour les autres marins d'appeler, une femme pour ses capacités et ses qualités, comme n'importe quel autre marin, en fait, qu'ils appelleraient. Malheureusement, c'est que
pour ça, au début, on a besoin d'être un petit peu surexposé et un petit peu, peut-être un peu imposé dans certaines courses et sur certains supports. Euh, mais pour moi, on aura vraiment atteint les objectifs quand on en aura plus besoin et qu'on sera juste là, installé de manière normale. Et donc, bah, c'est chouette parce qu'on voit que dans les différentes catégories, il y a de plus en plus de femmes qui montent leurs projets, pas forcément avec des dispositifs comme ça. Après, elles ont été issues de dispositifs comme ça ou pas au début, et forcément, s'il n'y a pas d'exemple, on peut pas avoir d'autres projets et d'autres vocations ou d'autres personnes qui osent se lancer derrière. Donc c'est sûr que c'est des opportunités exceptionnelles. C'est chouette. Après, je pense il y aura un moment où il faudra qu'il y ait de nouveau une équité entre tous les marins et que ces dispositifs ils soient ouverts à tous, et je pense que ce sera là que les projets auront atteint leurs objectifs. Et c'est ça qui est aussi chouette avec ce que met en place Françoise, c'est que sur le long terme, c'est pour vraiment créer ce pool de femmes aux qualités de marins, et ensuite de pouvoir les avoir sur les différents projets. Et c'est vraiment ça qui était chouette avec le projet Mère Concept. C'est que l'objectif, c'était pas de rester en 100% féminin, mais c'était de former des femmes pour d'autres projets derrière. Est-ce que, alors on a dû te le dire, j'imagine. Où est-ce que tu as fait la différence, Stephen? Parce que c'est vrai qu'il y a eu, donc on le disait, 4 jours de sélection, hein. Il y a eu des tests physiques, des tests mentaux, des entretiens, des tests sur l'eau. Vous étiez 120, vous n'êtes que 7 à être retenus. Euh, Où est-ce que tu t'es démarqué? Euh, alors, je vais pas être très douée pour répondre à ça. Ah ben non, mais c'est toujours agaçant, hein, de parler de soi, c'est pas facile, hein, ça c'est sûr. Oui, et puis je suis pas la plus optimiste de nature. Je suis arrivée sur la semaine de sélection avec quand j'ai vu le nom des alors on était 16 finalistes, des 16 finalistes qu'ils avaient gardés. Quand j'ai vu les palmarès et les noms des filles qui étaient contre moi, et mon expérience en multicoque, c'est-à-dire elle était nulle avant ce projet-là, je me suis dit que j'avais quand même pas beaucoup de chance, mais que par contre, c'était quand même, une super opportunité, une super semaine à passer, au sein de Mer Concept, à échanger, à rencontrer, des marins avec justement des palmarès et des carrières, exceptionnelles et très inspirantes, et que, quoi qu'il en ressorte, de toute façon, j'étais forcément gagnante, à la fin de cette semaine, quel que soit le résultat. Et après, bah, tout au long de la semaine, j'ai fait en sorte, bah, sur les tests, d'essayer de forcément, on a envie de donner son meilleur sur les tests physiques, sur les tests sur l'eau, d'essayer d'en profiter au maximum. Donc, d'essayer d'aller barrer un Diam 24, même si j'avais fait ni de multicoque, ni de dériveur, et qu'il y avait 25 nœuds. Autant dire que j'étais pas très rassurée quand on est sorti. Non. Mais je suis tombée enfin, j'ai navigué ce jour-là avec une équipière qui a vraiment été extra avec moi, et on a réussi à mettre en place des manières de communiquer, de travailler sur le bateau qui étaient vraiment chouettes. Donc pour ça, c'était vraiment des enseignements, enfin, et des échanges qui valent de l'or. Et donc tout au long de la semaine, bah, j'ai surtout essayé d'apprendre et un petit peu comme ce que je disais avec les équipages, de partager et d'essayer de s'apporter mutuellement, et puis de voir la fin. C'est vrai que je pense que donc c'était le deuxième dispositif de sélection, peut-être le troisième avec Cap Pourel, que je faisais. Et je l'ai pas senti comme une sélection parce que l'ambiance était vraiment, alors à part dans le sport où forcément on se met des petits challenges parce qu'on est l'une contre l'autre, vraiment à ce moment-là. Et encore, on avait fait des binômes sur les tests sportifs où bah, on essayait vraiment de se soutenir l'une l'autre, en même temps qu'on s'évaluait. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais cette semaine, oui, je l'ai pas senti comme une vraie semaine de sélection où on était en compétition, et parce que l'ambiance était vraiment, vraiment chouette, et aussi parce qu'on savait que, ce qu'ils cherchaient, c'était un équipage, donc des gens capables de travailler ensemble, et donc il fallait aussi apprendre à découvrir les autres et voir, avec qui on était capable de travailler ou pas, et donc je pense que jusqu'à la dernière heure, où ils nous ont annoncé qui étaient les sélectionnés, heu, j'avais un peu oublié, ou en tout cas j'avais pas,
en priorité dans mon esprit que c'était une semaine de sélection et que ça pouvait faire beaucoup. Après, j'avoue que l'heure où on attendait les résultats, en plus j'étais la dernière à appeler pour avoir les résultats, ça a été un peu long. Mais non, non, enfin, ce qui a fait la différence, je sais pas, mais je sais que en tout cas, j'ai vraiment essayé de prendre cette semaine-là comme une semaine qui allait m'apporter quelque chose, quel que soit le résultat. Et est-ce que c'est ça qui a fait la différence ou pas? Je ne sais pas. Alors évidemment, on imagine ta joie. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, quel est, l'objectif à court terme et à un petit peu plus long terme? Mais en tout cas, là, pour vous 7 avec, cet Ocean 50, avec, Eleven Hour aussi, hein, n'oublie pas de le citer. Quels sont les objectifs là? Alors, donc on a à la fois les navigations à 5, donc sur les inshore, sur le circuit multi 50, où l'objectif, ça va être de naviguer ensemble, de progresser ensemble, parce que c'est vrai que finalement, même Francesca connaît pas forcément le bateau très très bien, puisqu'il a commencé à naviguer il y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, il va falloir qu'on s'apporte toutes les unes aux autres pour essayer de prendre en main et surtout d'utiliser le bateau à son maximum sur les courses assez vite. Et donc, on va avoir toutes ces phases en équipage. Après, il y a les phases en équipage un peu plus réduit, donc avec l'équipage qui a été sélectionné, qui a été annoncé cette semaine, je crois. Donc avec Élodie Jeanne Métro, Anne-Claire Lebert et Francesca qui vont naviguer toutes les trois, donc sur les équipages un petit peu plus réduits. Après, on sait que c'est un projet qui est sur 3 ans, puisque Eleven Hour s'est positionné sur 3 ans. Donc, il y a une des filles qui aura la chance d'être à la barre du bateau pour la route du Rhum. La route du Rhum, bah oui, 2026. Mmh. Exactement. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore qui c'est. C'est vrai que j'ai pas la visibilité, moi, du projet et de l'équipage sur le long terme, mais l'objectif, c'est surtout d'essayer de donner mon maximum et notre maximum, je pense, à toutes sur le projet pour le rendre le plus performant possible, de s'apporter le plus les unes aux autres et pour moi, d'essayer d'apprendre au maximum des filles avec qui je navigue parce qu'elles ont quand même tout un sacré palmarès. Quand je vois les deux équipages entre celui de Saint-Malo et celui qu'on aura à la Baule dans 15 jours, c'est d'apprendre au maximum et puis aussi, mine de rien, à créer un réseau, des contacts et ensuite, ça peut mener à d'autres opportunités derrière et puis après, on a en plus la chance de pouvoir profiter de l'environnement de Merconcept donc tous les moments qu'on passe, avec les gars des différentes équipes, qui nous filent des coups de main sur le bateau ou qui nous apprennent certaines choses. C'est sûr que enfin, en tout cas, moi, je prends tous les bénéfices de ce projet, de tous les aspects, et c'est ça qui est chouette, c'est un projet à la fois où on navigue et enfin, on a des choses à s'apporter en navigation, mais aussi à terre et en performance et en préparation du bateau et en optimisation du bateau. Et c'est ça qui est chouette. Surtout en étant à côté, vu que je suis vraiment pas loin de Merconcept, c'est vrai que ouais, pouvoir aller donner un coup de main s'il y a besoin et les aider d'un côté et moi apprendre de l'autre, c'est forcément tout bénéfique des deux côtés. En tout cas, ce qui est sûr et on peut le souligner, c'est quand même une formidable, initiative, de la part de Merconcept parce que c'est vrai que des femmes en multicoque et ben, il y en a pas 36 000, hein, avant que Audrey Augereau ne s'aligne, sur la Jacques Vabre avec, Erwan Leroux. Finalement, il y avait que Karine Fauconnier qui l'avait faite, avant donc ça se compte quand même sur les doigts d'une main. On pense, évidemment à l'équipage, d'Alexia, Barrier aussi qui, va tout faire pour aller faire un Jules Verne en multi aussi, bien sûr. Donc, c'est une belle initiative. Les choses avancent, donc tant mieux. Et puis, j'ai quand même une petite question parce que j'ai lu ça et puis tu nous l'as dit que tu voulais voilà, faire du Figaro aussi pour être meilleur en solitaire, pour être encore meilleur et pouvoir encore plus partager en équipage derrière. Et j'ai cru lire aussi que dans un article te concernant et qui t'était consacré que tu t'interdisais pas le rêve et la possibilité d'aller naviguer en ultime, Tiffaine. Ça, ce serait pas mal aussi des femmes sur un ultime.
C'est sûr que ce serait chouette. Après, bah, il y en aura une cette année avec Amélie Grassi, donc qui va partir justement sur SVR. J'ai envie de dire, je m'interdis rien, que ce soit naviguer en ultime, pourquoi pas une Ocean Race en équipage en IMOCA. C'est vrai que toutes ces grandes courses en équipage me font bien rêver. D'ailleurs, beaucoup plus que les grandes traversées en solitaire. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, enfin, je pars du principe que je m'interdis rien. Avant de rêver plus grand en solitaire, j'ai vraiment envie d'aller faire mes premiers pas en Figaro parce que je pense que c'est la classe vraiment parfaite pour l'étape où j'en suis moi dans ma navigation parce que je pense que c'est vraiment la classe où on peut se concentrer sur ses capacités, sur commencer à travailler sur le dessin de ses voiles, sur ses réglages, sur la météo, sur tout ça sans se poser trop de questions sur le bateau vu que c'est de la monotypie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là où j'ai envie d'aller parce que je sais que d'un point de vue de marin, c'est là où je vais progresser le plus et où j'ai envie le plus d'apprendre. Et puis on a du coup la possibilité d'aller sur plein de choses. C'est vrai que un des défauts un petit peu du match racing et de l'équipage en J80, c'est que les bateaux sont assez simples. Donc c'est de la monotypie vraiment stricte et on n'a pas le temps de travailler sur des grosses préparations de bateaux, sur des grosses préparations de courses, sur toutes ces choses-là. Donc c'est aussi pour ça que le Figaro m'intéresse pour l'instant en solitaire. Et après, oui, c'est sûr que toutes ces courses en équipage où en plus actuellement il y a surtout en IMOCA, donc il y aura une femme à bord sur la prochaine course. Ça donne des envies et on se dit que c'est pas impossible et qu'on peut y aller. Donc effectivement, je pars du principe que de toute façon, je m'interdis rien. Et puis, suivant les opportunités, on verra où est-ce que je peux aller et où est-ce que j'irai. Merci beaucoup, Tiffaine. On va rester sur cette phrase que j'aime beaucoup. Je pars du principe que je ne m'interdis rien. Voilà, ça me paraît pas mal pour terminer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Navigante. Et puis de nous avoir consacré tout ce temps parce qu'on sait que ton emploi du temps est donc bien resserré. Donc on va te laisser retourner auprès de tes animaux, de tes vaches et puis bien sûr aussi du bateau et de ton équipage d'Upwind. Merci encore Tiffaine d'avoir été l'invitée de Navigante. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.